crois qu'il faudrait par ailleurs aussi parler un peu de l'histoire de l'Algérie d'avant 1830. C'est quelque chose d'important. D'autant que la mémoire, enfin, de cette période d'avant 1830, elle s'est perdue en Algérie, il faut le constater. Même au niveau des anecdotes qu'on raconte le soir en famille, on ne vous parle plus des histoires d'antan, enfin même des histoires de roulades, de fées, de ceci, de cela. Tout ça a été remplacé par ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance, la guerre de libération. Donc il faut revenir à la grande histoire. Donc ne nous référons pas uniquement à une période de destruction, de révolution, révolutionnaire. Il y a eu dans le passé de l'Algérie des époques, enfin je parle le royaume de Tlemcen, je ne suis pas tlemcenien, le royaume de Tlemcen, bien d'autres États enfin, en Algérie, qui ont été de grands États, qui ont été une période justement de construction, de civilisation même, de développement de la culture. Voyons un peu ce côté-là, enfin, de notre histoire. Merci. Je voulais simplement poser à M. Stora une question. Où en est exactement la déclassification des archives de la guerre d'Algérie, à la fois en France et, bien sûr, et surtout en Algérie? Ma question porte sur l'identité algérienne, non pas la question de la définir, mais j'ai l'impression qu'elle est centrale et que l'Algérie est en cours de construire son identité. Et j'aurais aimé vous entendre, chacun d'entre vous, sur l'interaction entre l'identité et l'État qui a essayé de définir une identité algérienne, et aussi la relation finalement quand même très importante avec la France, et qui a été aussi très importante dans la façon dont les Algériens se définissent. Des historiens qui travaillent sur la période antérieure, il y a des historiens qui travaillent sur le Moyen-Âge, il y a des historiens qui travaillent sur l'Antiquité. Ce qui est un peu différent de savoir s'il reste des traces de cette période dans les récits familiaux, par exemple. Mais d'un point de vue universitaire, il y a des thèses qui se produisent, il y a des étudiants de magistère. Ils se heurtent parfois, et j'ai assisté à cette scène la semaine dernière, à des questions intéressantes lorsque des étudiants d'histoire du Moyen-Âge discutaient avec Louisa Thierry-Lariz, ancienne combattante de la guerre d'indépendance, qui leur disait « Mais pourquoi aller chercher si loin lorsque vous avez notre révolution ?» Voilà. Donc ils travaillent, mais sans doute plus discrètement et avec moins d'écho, notamment dans la presse. Quelqu'un a posé la question de la déclassification des archives de la période coloniale. Pour ce qui est de la France et de l'Algérie, je voudrais dire deux mots sur ce qui se passe en Algérie, où pour cette période-là, les archives existent. Elles sont théoriquement accessibles et dans la pratique, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en réalité, il n'y a pas de procédure standardisée qui permette de demander des autorisations, de les obtenir et de savoir qu'une fois qu'on a obtenu son autorisation, on est tranquille, on peut consulter. Ça ne se passe pas jamais de façon aussi simple. C'est relativement aléatoire, ça nécessite beaucoup de patience et de s'asseoir dans les salles d'archives longtemps jusqu'à ce que, contraint et forcé, on vous donne quelque chose. Et on a un vrai problème d'existence des inventaires. C'est-à-dire qu'il y a peu d'archives qui sont en réalité inventoriées, parfois avec des inventaires qui sont assez anciens, parfois avec des systèmes de codes qui se sont modifiés. Et vous avez toutes les questions dont on a parlé, qui sont des questions complexes, pour lesquelles l'accès est très souvent quasiment impossible. Et toutes ces questions qui sont des questions qui ont trait... et c'est ce qu'il y a de commun entre avant 62 et après 62. C'est-à-dire que toutes ces questions qui ont trait à la question de la multiplicité, de la complexité des identités et des appartenances politiques, toutes ces questions qui ont trait au conflit inter-algérien sont très sensibles, même lorsqu'il s'agit de la période avant 1962, et travailler sur les hackis, travailler sur les messalistes, c'est des questions très sensibles pour lesquelles l'accès aux archives est bien souvent pour les historiens rendu impossible. Voilà. Ouais, c'est surtout Justin qui avait posé la question sur que fait Kadhafi dans mon exposé.
Alors, la forme apolitique, politique, qui a dominé et qui domine encore, est la forme la plus violente du politique. Le populisme nie le politique. Et donc, ce sont des régimes, et l'Algérie, puisque nous sommes en train de parler d'Algérie, qui ne conçoivent pas de transition, qui ne conçoivent pas de changement, où le régime continue, où il s'effondre. Et les anciens dirigeants, enfin les dirigeants, si jamais ils cessent d'être des dirigeants, ils n'ont pas où aller. Parce qu'ils ont détruit la société. Ils ne voulaient pas de société, d'espace public. Il y avait un monde imaginaire, le peuple. Et donc, c'est pas en tous les cas ce que je souhaite, mais c'est ça, le temps présent. C'est que, ou bien le régime continue, ou bien, c'est le scénario libyen, c'est Kadhafi. Parce que le politique a été nié. L'individu n'est pas un sujet de droit. Et par conséquent, quand le dirigeant ne sera plus un dirigeant, il ne sera pas un sujet de droit. Maintenant, sur l'identité, nous sommes tous porteurs, en tant qu'individus, nous sommes tous porteurs de plusieurs identités. Identité de groupe, identité professionnelle, identité psychologique, identité politique, identité nationale, identité régionale. L'individu a plusieurs identités. Le populisme ne retient qu'une seule, que le fait d'être algérien. C'est tout. On n'est ni travailleur, ni ingénieur, ni oranais, ni kabyle, ni rien. On est algérien. Et c'est cet écrasement de l'identité fait qu'il y a une crise, une révolte des différentes identités que nous portons tous. Surtout que l'identité n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas une substance. C'est un rapport, une relation. Et l'identité est toujours en formation, en création. L'identité algérienne n'est pas celle d'il y a 2 siècles. Le populisme ou le régime algérien n'accepte pas et le politique et l'historicité. Et l'histoire. Il n'accepte pas, par exemple, que nous sommes aussi le produit, l'Algérie, le produit aussi de 130 ans de colonisation française. Et le populisme algérien perçoit ça comme une souris. Quand quelqu'un parle en français publiquement en Algérie, on dit « je m'excuse, je vais parler en français ». Mais c'est quand même une langue étrangère. Maintenant, dernier mot, bon, je ne suis pas historien, mais il y a en plus de la difficulté pour des raisons politiques d'écrire l'histoire, parce que les acteurs qui ont pris le pouvoir en Algérie, ce sont 2, ce n'étaient pas les maquisards de l'intérieur. Ce n'étaient pas les maquisards de l'intérieur. Et donc il y a une nécessité politique de mettre un base sur l'histoire. Mais il y a une autre raison, je crois, plus profonde, et qui renvoie à la difficulté, aux difficultés culturelles et idéologiques de l'émergence des sciences sociales. Il n'y a pas de production historique qui a atteint un seul où on peut parler de production historique, comme il n'y a pas aussi de production sociologique. Il n'y a pas aussi de production d'économie, ni de psychologie. Donc, il y a un problème réel d'émergence des sciences sociales en Algérie. Ma question est dirigée à M. Benjamin Stora, que je ne vois pas derrière son écran. Il est caché, il est clandestin. Vous avez parlé de Messa El-Haj. Moi, j'ai pas mal rencontré de militants anciens du PPA qui disaient que c'est... je lui avais posé la question, effectivement, est-ce que c'était un mégalomane, dictateur, etc. Et donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'était vraiment un mythe ou une réalité? Parce que la plupart me disaient, finalement, c'est nous qui avons construit ce culte de la personnalité, parce que, par exemple, nos séances PPA commençaient par, au nom de l'Algérie, au nom du parti, au nom de Messa El-Haj. La deuxième question, c'était comment Messa El-Haj, qui est quand même le père du nationalisme algérien, peut se retrouver dans la case des traîtres. Il faut contextualiser l'enthousiasme qu'il y avait autour du personnage de Messali porté par la société algérienne en rapport avec le contexte colonial. Tout était interdit dans l'espace public. Il faut aussi
se rapporter à l'histoire réelle, parce que sinon on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on va figer des codes d'interprétation hérités, grosso modo, de la pensée stalinienne de l'époque, c'est-à-dire des années 50, pour les accoler à Messali. Parce qu'on a collé l'étiquette de culte de la personnalité à Messali au moment où s'amorçait en 1953 la mort de Staline et la déstalinisation. Or, ça ne correspondait pas à la réalité. C'est que la société algérienne, effectivement, avait porté Messali de la façon qu'on connaît, c'est-à-dire avec énormément de respect, voire d'admiration profonde, parce qu'il a été un homme qui s'était dressé pratiquement seul contre l'ensemble des élites politiques musulmanes de l'époque. Il était pratiquement seul à porter l'idée de la violence. À partir de là, bien sûr, notamment dans la jeune génération, il a été effectivement un personnage pivot, un personnage central. Bien sûr, il y avait beaucoup de respect, il y avait beaucoup de prestige, il y avait beaucoup d'admiration, et de là à considérer que Messali était un autocrate en puissance, dictateur, je ne sais pas quoi, l'ensemble des témoins qui l'ont côtoyé dans son intimité, je parle de l'intimité la plus proche, n'ont pas du tout cette perception de l'homme. Maintenant, il y a le problème, effectivement, politique et historique, qui est celui du déclenchement de la lutte armée. Ça, c'est une autre discussion. On a mélangé les deux, évidemment. Et le problème, à mon sens, du 1er novembre 1954 comme date cruciale du déclenchement de ce qu'on appelle la révolution algérienne, vient, à mon sens, en grande partie du fait qu'effectivement, le 1er novembre 1954, il y a un changement de leadership politique. Alors, on a toute une série de causes qui viennent se mêler, qui viennent s'imbriquer, qui fait qu'à un moment donné, l'histoire s'accélère à la fin de l'année 1954, et il y a des questions de choix qui doivent s'opérer, des interlocuteurs qui doivent être désignés, donc des choix aussi politiques faits par la puissance française, la puissance coloniale française, ne l'oublions pas dans le jeu politique, qui fait qu'à un moment donné, on est dans une configuration politique très complexe, qui reste encore, même si Mohamed Arbi a énormément écrit sur ces questions-là, qui reste encore un champ, à mon sens, très ouvert d'interprétation du possible sur la place de Messali dans cette configuration politique, et le fait que le train est parti sans lui le 1er novembre 1954, c'est une évidence. Voilà. Il faut définir la politique. La politique, ce n'est pas le consensus. Alors, si on appelle la politique la dénonciation du FMI, oui, on fait de la politique en Algérie. Tout le monde dénonce le FMI, tout le monde dénonce la France coloniale, ça c'est consensuel. Mais sur des projets alternatifs, sur qui détient l'autorité, qui désigne le président, sur une éventuelle commission d'enquête internationale sur les massacres des années 90, etc., c'est ça c'est de la politique. Et ça, c'est interdit de faire de la politique. Et parce qu'il n'y a pas de suspense dans les campagnes législatives, dans les campagnes électorales, que les Algériens ne sont pas intéressés. Or, qu'on le veuille ou non, puisque vous avez cité la campagne présidentielle française, les sondages donnaient 48-52, et il était possible que l'un ou l'autre gagne. En Algérie, c'était sûr que le FLN et les candidats désignés par le laboratoire noir allaient être élus, désignés. Donc, la politique, c'est porte sur des objets conflictuels. Or, en Algérie, il est interdit de parler d'objets conflictuels. Et c'est pour ça que je dis, en Algérie, il est interdit de faire de la politique. Après 88, il y a eu, si vous voulez, les lignes ont bougé. Il est permis de critiquer, voire même parfois d'insulter, le pouvoir formel. C'est-à-dire le gouvernement, le président, et qui en fait n'ont pas d'autorité politique. Ils ont une autorité administrative qui est déléguée par l'armée. Mais on ne peut pas poser le problème du statut de la hiérarchie militaire dans le champ politique algérien. C'est interdit, sinon vous serez torturé, vous serez arrêté. Ou une balle dans la tête et on dira, les islamistes ont encore tué un laïc. Et la France protestera. Le Quai d'Orsay protestera contre ces islamistes qui ont tué un laïc. Donc, il est interdit de faire de la politique en Algérie. Et c'est pour ça que les gens se désintéressent. Mais s'il y avait la possibilité de faire de la politique, vous verrez l'engouement. Je me rappelle des années entre 89 et 92, il y avait des débats contradictoires même à la télévision. Je me rappelle d'un débat contradictoire entre Saïd Saadi et Al-Nassim Madani à la télévision. Les gens ont redécouvert la politique, ils avaient pris goût. Et ensuite, il y a eu le coup d'État, le fugace coup d'État, et ensuite on est revenu. Abdelmajid Aïd Saadi. Je voulais simplement, je suis un ancien avocat de la nation.
J'ai dirigé des sociétés nationales avant 1986 et je peux simplement témoigner d'une chose, c'est que vous parlez de problèmes d'archives. Les archives ne peuvent pas exister et j'ai peur pour l'avenir. Je me rappelle 71, nationalisation des hydrocarbures. J'étais à Sonatrach et je dirigeais une société du groupe Elf. Quand nous avons été regroupés au sein de Sonatrach, quand j'ai voulu retrouver mes anciennes archives, il m'avait dit qu'elles avaient brûlé. Et c'était des archives techniques très importantes. Ensuite, par la suite, j'ai dirigé deux autres sociétés nationales. Une stratégique, Pharmacie Centrale Algérienne. Et lorsque j'ai voulu avoir des archives datant de plus de 4 ans, on m'avait dit qu'elles avaient brûlé. Je voulais avoir les travaux faits par mes anciens prédécesseurs, idem, on m'avait dit qu'elles étaient aux archives ou personne ne savait. Lorsque j'ai voulu reconstituer d'ailleurs mon dossier de retraite, idem, parce qu'il y a eu entre-temps des regroupements de sociétés, disparition d'autres, tout avait disparu. Lorsque j'ai voulu avoir, pour m'adosser à ça et écrire quelque chose, je suis allé au ministère des Affaires étrangères dans les services avec lesquels j'avais travaillé. Il m'avait dit oui, on les a mis aux archives. Où personne ne sait. Voilà, c'est tout. C'est simplement un témoignage pour dire que l'avenir, parce qu'il n'y a absolument rien qui régit ce problème d'archives. Le brûlage d'archives est un motif récurrent dans tous les entretiens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'archives du tout, mais ça veut dire que vraiment ça rend les choses extrêmement compliquées. Et c'est un des éléments, vraiment sur une partie de la question qu'a posée Farida Souillère tout à l'heure, le manque d'histoire et la question des archives est un des éléments de l'absence de lien entre la société et son État. Le fait que lorsqu'on donne des archives à l'État, elles disparaissent, on ne sait pas, personne n'y a accès, fait que plus personne ne donne d'archives. Il n'y a pas de remise à l'État pour conservation de ce que les gens peuvent posséder par devers eux. Les entreprises essaient de conserver leurs archives le plus longtemps possible, les entreprises nationales, parce qu'une fois que c'est parti dans les méandres des archives publiques, quelque part c'est terminé, on peut y accéder par accident, mais donc c'est vraiment un de ces éléments d'absence de lien et d'absence de reconnaissance de la société dans son état qui n'est que le début de la réponse aux questions que tu as posées tout à l'heure.